Moi, je pense que pendant très longtemps, quand je faisais pas mal de journalistes qui passaient au domaine et qui me disaient, même celui-là, c'est quoi votre secret? Et je répondais toujours, c'est de boire le vin des autres. Parce que pour moi, c'est l'essentiel. Est-ce que tu peux te présenter du coup, maintenant qu'on a fait une belle introduction? Alors moi, je suis un usurpateur. Non, je suis pas bourguignon parce que je suis né dans le Rhône. Mais je suis né d'une famille pas du tout dans la viticulture. Mon père était footballeur en Espagne. Et ma mère était fille d'un petit artisan tisseur qui tissait pour les soyeux lyonnais, donc en région lyonnaise, à côté de Condrieu. Et voilà, mon père est arrivé pour voir un copain en France en 62, il a rencontré ma maman et il s'est installé, il n'est jamais reparti. Donc moi je suis né dans un univers plutôt sportif et footballistique, je rêvais de faire comme mon papa. Et puis en fait, pendant mes études, j'ai commencé à tomber dans la marmite et puis je me suis passionné au vin. Et lorsque j'ai pu travailler dans ce milieu, la première opportunité que j'ai eue, elle s'est située en Bourgogne. J'ai démarré avec la famille Momessin au Clos de Tart en 92. Pas le pire des débuts. Hein. Et du coup, après tout s'est enchaîné. Je me suis dit, voilà, c'est ça ma vie. Donc progressivement, je suis passé du commerce, moi, à la technique, parce que j'étais embauché, j'avais fait une école de commerce, plutôt un parcours commercial. J'ai travaillé 18 mois dans une banque, histoire de faire plaisir à mon papa, avec un costume et une cravate. Et hop, après, j'ai vite bifurqué sur l'activité. Crédit Agricole quand même, Non, tu finançais même pas les... Même pas, j'étais caisse d'épargne à l'époque. Je sais pas... Mais voilà, ça m'a formé et ça m'aide aujourd'hui parce que le métier de vigneron, c'est bien sûr la vigne, la cave, la terre, mais on est avant tout des petites entreprises et il faut savoir lire un bilan, aller négocier avec tes banquiers, surtout par les temps qui courent parce que il faut être au contact tous les jours. Puis il faut le vendre, ton vin. Et puis après, il faut vendre le vin. Ouais. Et après, donc, je suis reparti dans le Rhône, j'ai créé mon domaine dans le Rhône. Et puis, il y a quelques années, lorsque mes enfants m'ont rejoint, je voulais leur laisser une grosse bouffée d'oxygène. Donc, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit peu de consulting. J'ai commencé à faire du conseil sur 2 ou 3 domaines et puis à travailler avec mes enfants à mi-temps. Et puis, je suis tombé sur ce projet qui m'a complètement happé de nouveau. Je me suis dit, je vais retourner là-haut. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis dans le Rhône à peu près un jour et demi par semaine et je passe le plus clair de mon temps ici à rénover ce domaine Albert Moreau. Et est-ce que tu peux dire que c'est un retour aux sources, du coup? Presque, parce que, à part ma passion pour le Rhône en tant que dégustateur, amateur, j'étais grand copain de Yves Cuilleron. Donc moi, ma passion, elle vient de là, parce que Yves a repris le domaine de son oncle, il a décidé de changer de vie, et j'ai vu ce changement et ça m'a interpellé. Sauf que moi, à l'époque, comme je te disais, n'ayant pas de traces viticoles chez moi, je me suis dit, chez moi, c'est pas possible pour moi. Lui, il avait les 4 hectares ou 5 hectares de son oncle, moi, ils n'existaient pas. Donc je me suis dit, il faut que je trouve une autre façon d'exprimer. Et c'est comme ça que j'ai commencé à regarder. Les structures chez nous dans le Rhône, elles étaient très petites à l'époque. Accueillir des commerciaux ou des responsables commerciaux, il n'y avait pas grand monde qui était capable de le faire. Donc je me suis tourné vers les seules régions qui étaient capables, c'est-à-dire le négoce bourguignon. La Champagne, c'était un peu trop loin. Les Bordelais, à l'époque, on va dire que c'était pas vraiment ma tasse de thé. J'ai changé depuis, mais au début, quand j'ai commencé, j'étais pas attiré vers cette région de Bordeaux. Et donc, j'ai mis mes efforts sur la Bourgogne et j'ai démarré en Bourgogne en 92. Donc Albert Moreau, plus vieux? C'est 1820. Ok. Donc il y a certaines maisons type tu vois, les Bichots, les choses comme ça, toutes les grosses maisons beaunoises, elles sont début 19e. Il y en a même qui sont 1780, 1750. Mais le premier âge d'or du négoce bourguignon, c'est le 19e siècle. C'est de 1800 à 1900, jusqu'à la crise phylloxérique. Et ça en fait partie, sauf que c'était pas ici. C'était où? C'était dans Beaune à l'époque.
tout était concentré dans Beaune. C'est pour ça que tu retrouves encore des vieilles maisons Oui. beaunoises. Sauf qu'ici, eux, comme ils étaient plutôt prospères, à la fin du 19e, vers 1880, ils étaient beaucoup trop à l'étroit dans le centre-ville, donc ils ont décidé de s'installer et de construire. Donc pour montrer un peu le faste de l'époque, ils ont fait de l'autre côté un bâtiment technique, la cuverie avec les caves, 3 niveaux de caves, enfin c'était gros pour l'époque. Hein. Et ils se sont installés ici pour habiter. Donc ils ont fait un manoir un peu qui s'appelle le château de la Creusot, qui s'appelait le château de la Creusot. Ils ont acheté un parc de 5 hectares et ils se sont installés ici. 5 hectares. 5 hectares qu'ils ont revendus au fil des années. J'allais te dire. Il y a eu quelques déconvenues familiales classique, ça dans peut les héritages. Ouais. Donc là maintenant il reste un petit hectare sur la version actuelle. Mais en revanche, les bâtisses sont d'origine et voilà, tu vois, on a. Pour que les gens se rendent compte, on est littéralement à la sortie de Beaune. Là, on est à 7 minutes du centre-ville à pied. Il y a un chemin qui longe la Bouzaise et qui nous amène au cœur des remparts, dans la ville de Beaune. On est à 2 minutes du vignoble, puisqu'on est au cœur du vignoble. C'est probablement un des endroits qui est le mieux situé pour à la fois faire de l'œnotourisme et puis de la viticulture, parce que tu te déplaces à pied, quoi. Et oui, c'est marrant, on en parlait dans la voiture en arrivant de cette différence entre la Bourgogne et Bordeaux, alors que deux régions qui trustent un peu le haut de l'affiche depuis certains dizaines voire centaines d'années ici. En fait, il y a aussi une raréfaction des sols. C'est-à-dire que Bordeaux a pu s'étendre avec une image Bordeaux, alors certes, Saint-Julien, Saint-Émilion, resteront toujours Saint-Julien, Saint-Émilion et j'en passe. Mais même les grands domaines bordelais ont quand même une très belle surface pour la plupart. Oui, bien sûr. Alors que tu vois, ici, tu vas demander un top 10 des domaines bourguignons, tu vois, c'est finalement des petits domaines. Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai. Là, on est dans les terres rares. Ouais. Alors qu'à une époque, Bordeaux s'est construit. On a demandé, t'as vu, on a même des lumières. Bordeaux on a des s'est moyens. Construit avec des châteaux qui avaient une surface qui était importante. Exactement. Pas rare de trouver des 30, 40, 50 hectares. Ici, la production moyenne, pendant longtemps, c'était 8-9 hectares. Quoi. Okay. Le domaine, la taille moyenne. Ouais. Voilà, maintenant, avec les concentrations, je pense que ça grossit aussi. Mais globalement, oui, la configuration n'est pas du tout la même. Pas du tout la même. Et puis, je pense que l'attrait pour la Bourgogne aujourd'hui et le côté historique très fort qui remonte plus loin, même si la vigne à Bordeaux, elle existe depuis très longtemps, mais il y a une recherche identitaire qui fait que la Bourgogne, elle est aujourd'hui, elle est sur toutes les tables du monde, tables de restaurant, mais même dans les discussions, dès que les gens s'intéressent au vin, ils viennent rechercher, que ce soit des Français, des étrangers, des Asiatiques. Tu les vois tous autour des vieilles pierres. La fondation du patrimoine ici en Bourgogne, avec les climats qui ont été... C'est incroyable depuis que cette fondation existe. Mais le monde entier passe à Beaune. C'est devenu un incontournable, quoi. Ma région, moi, c'est une région qui est aussi ancienne, voire probablement presque plus ancienne que la Bourgogne, parce que même si on parle de la Bourgogne romaine, c'est pas là-dessus qu'on l'attend. Quand on parle de la Bourgogne, on parle des cisterciens, on parle des moines, des abbayes, et à partir de cette époque, vraiment, on considère le vignoble bourguignon, alors que chez nous, le vignoble, on considère bien avant, l'époque gallo-romaine avec Vienne étant un des centres névralgiques de l'Empire. Et là, pour le coup, le vignoble a sa place. Mais sauf que chez nous, il disparaît, il renaît, il disparaît, il renaît. Alors qu'ici, depuis les moines, paf, il y a toujours eu... ça n'a pas bougé. À tel point que les climats n'ont presque pas bougé, pratiquement que pas. Les murs n'ont pas bougé non plus. Alors que on retrouve des traces chez nous, très anciennes. On trouve bien sûr des vestiges romains à Vienne. On trouve des traces de vignes, mais on a eu des périodes de disette où... je pense que la configuration du vignoble fait aussi toute la différence. C'est-à-dire que la topographie du Rhône fait que les périodes de l'histoire où les gens n'avaient pas le courage et surtout ne pouvaient pas valoriser le travail qui était fait,
le vignoble disparaissait totalement. À l'inverse, sur les périodes prospères, on le voyait réapparaître. Et on voyait des vignes sur les coteaux. Ici, ça n'a jamais disparu. Depuis l'époque des moines, on considère que la Bourgogne, ça fait partie du travail de la région et les vignes, elles se sont transmises de génération en génération. Je ne sais pas si c'est de la chance ou... tu vois, mais j'ai rencontré des gens à des moments où... là, les Poitrinales, ils étaient venus ici. C'était les premiers qui avaient fait une offre sur ce domaine. Puis à l'époque, ils ne s'étaient pas mis d'accord avec le propriétaire parce que le prix ne convenait pas. Et puis bon, eux, ils étaient au début de leur recherche aussi, quoi. Et le dossier, il a traîné. Moi, je suis venu entre-temps avec un Lyonnais qui, lui, a failli aller au bout. Il était vraiment très, très proche. Et puis pareil, ça ne s'est pas fait au dernier moment. Et lorsque le dossier est ressorti, le broker a recontacté Guillaume et Sophie en disant le dossier est toujours à la vente, mais en plus cette fois j'ai quelqu'un pour s'en occuper. Parce qu'ils savaient que j'étais venu et que je... Et à ce moment-là, ils ont dit nous ça peut-être nous intéresser. Donc ils sont revenus, ils ont refait une proposition qui pour le coup était plus en phase avec ce que tout le monde souhaitait. Et là ils ont dit il faut qu'on appelle cette personne. Et c'est assez drôle parce que en donnant ma carte à Guillaume, il dit voilà, il s'appelle Pierre-Jean Villa, il est dans le Rhône, c'est pas un bourguignon. Et Guillaume dit c'est incroyable, on a bu ses côtes rôties avant-hier chez Drouan. Si ce mec est capable de faire des pinots comme ses côtes rôties, il faut qu'on le rencontre. Et ils m'ont appelé comme ça. Et la première question qu'il m'a posée lorsqu'on s'est eu au téléphone, il m'a dit est-ce que vous êtes capable de faire des côtes rôties, des pinots noirs comme vos côtes rôties? Je dis je vois pas bien le rapport, pourquoi? Il me dit parce que on a des vins de votre domaine dans notre cave, on en boit au restaurant. Et quand le broker nous a dit j'ai quelqu'un pour vous, on s'est fait un rapprochement un peu. Donc venez me voir à Paris et on verra. Et puis l'entretien a duré 1 heure. Il m'a dit voilà ce qu'on veut faire. Si vous êtes partant, on y va. Et t'as dit c'est en bas à droite. Et voilà. J'ai dit ok. Ça s'est fait comme ça. Donc pour toi, il y a une forme un peu d'évidence dans cette rencontre, dans ce retour en Bourgogne, dans... Oui, je pense, ouais. Je vais dire, c'est un peu la dernière, quoi. Tu vois, c'est une façon de... J'ai commencé ici, j'ai eu mon parcours, mes expériences, et puis la dernière, je pense que je la ferai ici, quoi. C'est ce qui te fait vibrer un peu aujourd'hui, de te dire que tu as un nouveau challenge de fin de carrière? Ouais, je pense que les enfants sont en place. Ils ont encore besoin de moi, mais de moins en moins d'ailleurs. Comme dit ma fille, papa, on est content quand il part, on est content quand il revient. Donc ce fonctionnement, il est plutôt top. Et après, ici, c'est un vrai défi parce qu'on est dans une période où la séquence, elle n'est pas évidente. Commercialement, le marché, enfin, la déconsommation du vin, enfin, on a des tas de paramètres qui sont un peu inquiétants. Et essayer de sortir un truc là au milieu, moi j'avoue que ça m'a toujours beaucoup plu, tu vois, essayer de Ça te permet d'être un peu plus serein sur ce projet-là aussi, de voir tes enfants réussir, de les voir prendre leur marque? Ouais, et puis je me suis aperçu avec toutes les rencontres que j'ai pu faire dans ma vie que les transmissions dans la viticulture, peut-être plus que dans certains domaines, c'est compliqué. Parce que tu transmets quelque chose qui n'est pas... Tu transmets pas une recette, tu transmets... tu vois, moi, quelquefois, Hugo, mon fils en vinif, on est tous les deux devant une cuve, et il me dit « Mais pourquoi tu as fait ça ?» Et je sais pas pourquoi, je sais pas lui répondre. Je dis parce que cette année, c'est comme ça. Ah bon? Et pour toi, c'est évident. Je dis oui, pas pour lui. Je dis peut-être que toi, tu feras différemment.
Donc il y a des choses qui sont... Et plus tu restes longtemps, moins tu laisses la génération suivante se mettre en place. Moi j'ai beaucoup de copains où ça a été très très difficile. Hein. Les relations père-fils ou père-fille au moment des transmissions, où tu as ceux qui disent « Ah moi j'ai tout transmis ». Sauf qu'en fait, ils sont là 6 jours sur 7 et c'est eux encore qui tournent dans la cave et qui font le... Donc moi je voulais pas ça. Donc j'ai essayé d'avoir vraiment des moyens de ne pas être là avec eux tout le temps. Et le fait d'être obligé de me confronter à une autre situation, eh ben, ça ne me laissait pas le choix, quoi. J'étais obligé de les laisser faire. Et là maintenant c'est très bien comme ça. Beaune, c'est un nom magique, mais c'est aussi un nom qui ne fait pas forcément référence aux crues. On parle toujours de la ville de Beaune, des hospices de Beaune. Donc c'est une appellation qu'il ne faut pas avoir peur de relancer. À mon avis, on passe plus d'efforts et plus de temps à promouvoir Beaune qu'une appellation comme même Pommard ou Gevrey, qui ont un côté un peu plus engageant. Parce que rester dans l'imaginaire collectif peut-être d'une autre manière. Et ouais, parce que... Et puis surtout, grosse appellation, 450 hectares à peu près, beaucoup de premiers crus, c'est très rare il y a plus de 350 hectares de premiers crus sur les 450, donc ce qui est inhabituel en Bourgogne. Généralement, les premiers crus, les grands crus, sont des territoires plus restreints. Ici, c'est une grosse partie de l'appellation. Et Tu peux définir un style Beaune ou une identité peut-être plus. Alors c'est drôle parce que quand tu parles de Beaune, tout le monde aime les vins. Quand tu fais goûter des Beaunes ou des Beaunes premiers crus, les gens disent « Waouh, c'est super bon !» Mais les gens n'ont pas forcément le réflexe d'identifier leur achat à un Beaune. Parce que, je sais pas, il y a un côté... mais c'est des vins qui sont souvent assez immédiats dans la compréhension. C'est vraiment beaucoup de fruits, beaucoup de densité, beaucoup de... mais il n'y a pas eu cet engouement, par exemple, qu'on peut retrouver sur la Côte de Nuit, sur les rouges de la Côte de Nuit. Et puis après, il y a un autre phénomène qui est aussi important, c'est que, d'ailleurs, aujourd'hui, même les grandes maisons en ont pleinement conscience. C'est que pendant un moment, les grosses maisons beaunoises ont énormément investi dans Beaune. Les Bouchard, les Chansons, les Drouin, toutes ces maisons qui ont fait la renommée. Mais ces maisons, elles ont fait la renommée de la Bourgogne avant tout. Elles n'ont pas fait forcément la renommée de Beaune. Parce que forcément, elles avaient des gammes importantes à défendre. Et grâce à elles, on connaît la Bourgogne dans le monde entier, mais on ne connaît pas nécessairement Beaune. Et d'ailleurs, c'est en train de changer, puisque aujourd'hui, toutes ces maisons-là, elles communiquent à fond sur forcément Drouin, le Clos des Mouches, les vignes de l'Enfant Jésus de Bouchard. Tu vois, il y a un moment, elles se sont dit, mais finalement, on a des trésors sur cette appellation. Donc, c'est quoi? C'est un retour un peu, ce qu'on voit dans beaucoup quand même, je trouve, de vignobles en ce moment, c'est un retour au parcellaire, un retour à l'identité de la parcelle. À fond. Ouais. Toutes ces grandes maisons de négoce, aujourd'hui, déjà, elles sont plus propriétaires que beaucoup de propriétaires, parce qu'elles ont beaucoup de parcelles, et elles le mettent en avant. Alors qu'à une époque, elles mettaient en avant leur marque et leur développement et l'aura qu'elles avaient à l'international. Et ça a changé la donne. Et puis en plus, les propriétaires se sont organisés aussi, de l'autre côté, et se sont mis à créer des structures de négoce. Donc ce qui fait que tout le monde à un moment fait le même métier, puisque tous les propriétaires achètent des raisins, enfin beaucoup de propriétaires achètent des raisins pour compléter leur gamme, puisque le foncier est devenu tellement cher que si tu veux aller récupérer d'autres appellations, qu'est-ce que tu fais? Tu passes par une structure qui achète des raisins. Donc, colline de Corton. Avec les Charlemagne,
de chaque côté. Donc les Charlemagne côté Ladois, les Charlemagne côté Pernant, avec les Cortons ici. Et le prolongement de cette faille, c'est ce qu'on appelle l'île aux Vergelès, qui démarre là-bas et qui vient ici juste à Savigny, jusqu'à Savigny, avec vraiment un secteur très très marqué, historique, qu'on retrouve de partout, cette fameuse île aux Vergelès, et dont la Bataillère fait partie. Donc ça, c'est un clos monopole qui appartient à Albert Moreau depuis de nombreuses années. Clos, pourquoi? Parce qu'il a 3 murs, et minimum 3 murs. Et la particularité du clos, c'est qu'il est blanc et rouge. Donc historiquement, il était blanc. Parce que là, on est vraiment dans le prolongement des Charlemagne, donc plutôt chardonnay. Mais comme tu sais, après la crise phylloxérique, au début du XXe siècle, le blanc, ça ne faisait pas du tout recette. Donc il y a énormément de secteurs, même historiquement plantés en blanc, qui se sont convertis au rouge. Et ce clos en fait partie, puisqu'il a été totalement arraché et replanté 100% en rouge. Et le dernier propriétaire, avant l'acquisition par Guillaume et Sophie, lui avait retrouvé tous les traités de Jules Laval de 1855, dans lequel le clos de la Bataillère apparaissait comme un haut lieu des Blancs. C'était même considéré comme ce que Laval indiquait comme une tête de cuvée extra. C'est-à-dire qu'avant l'époque des appellations, Laval avait identifié 3 niveaux hiérarchiques: le village, la tête de cuvée et la tête de cuvée extra, qui sont devenus un peu village, premier cru, grand cru. Et dans la tête de cuvée extra faisait partie la Bataillère. Donc là, il s'est dit, tiens, c'est un peu dommage de ne pas remettre des blancs là-dedans. Donc il a recommencé à planter des blancs, tu vois, sur cette partie qui était là-bas. Et il a conservé le reste en rouge. Et nous, lorsqu'on est arrivé, eh ben, on s'est dit, on va continuer les blancs. Donc c'est pour ça que toute cette parcelle-là est en blanc. Je viens juste de la replanter. Et on a gardé que les sélections massales des très vieilles vignes qui sont sur ce petit carré, pour continuer à garder quand même les 2 couleurs, blanc et rouge. Mais le rouge ne va représenter que même pas un tiers maintenant du clos. Alors qu'il y a encore 2 ans, c'était les 3/4. On peut parler de complantation du coup? J'aurais bien voulu surgreffer. Ok. Mais j'avais des porte-greffes qui étaient malheureusement très très risqués. C'est ce fameux 161-49 qui est un peu la cause de pas mal de dépérissement en Bourgogne. Donc j'ai pas pris le risque de surgreffer et on a arraché, on a replanté. En revanche, en complantation, effectivement, dans ce que tu as ici, tu as 85% de chardonnay, mais on a mis 15% justement de cépages blancs bourguignons en plus, d'origine, qui était un peu l'origine du clos, c'est-à-dire chardonnay, aligoté et melon de Bourgogne. Merci. Merci, enfin un bourguignon qui remet du melon. Mais oui, non mais alors il n'y en a pas 20%, puis de toute façon c'est pas toléré en plus, mais on a voulu recréer un peu cette identité de complantation qu'il y avait à l'origine. C'est un secteur qu'il faut faire très attention parce que ça donne des vins un peu dans l'esprit des Charlemagne. Ouais. C'est des vins qui s'imposent, hein. Donc il ne faut pas les vendanger trop tard, il faut limite pas sous maturité, mais il faut faire très attention. En plus, on est sur un système ici qui est assez, qu'on retrouve à d'autres endroits, mais qui est assez rare. C'est-à-dire qu'on est en géologie inversée par rapport à la pente. Les argiles sont là, dans la plaine. Okay. Plus tu arrives dans le village, plus les argiles diminuent et tu montes sur la pente et tu tombes sur les calcaires, voire des calcaires à fleurs quelquefois où tu as 50 cm de sol et dessous tu es sur la dalle. Ici, c'est l'inverse. Les argiles, elles sont dans le bas du clos et toute la partie qui est là-bas, d'ailleurs tu le vois déjà, la couleur, oui, c'est beaucoup plus clair et à un moment ça se rassombrit et les argiles qui sont en dessus redeviennent importantes. C'est-à-dire que là-bas, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a protégé les blancs ici, parce que toute la partie là-bas, avec l'hiver qu'on a eu, le moindre coup de chaud, ça avait emmagasiné beaucoup d'eau et d'humidité. Les premières chaleurs, ça a fait sortir les bourgeons à une vitesse grand V.
Donc c'est pour ça que la semaine dernière, avec le gel, on y est allé, parce que là, on était vraiment précoce. Tu protèges comment Bon, ici, on a protégé aux bougies. Ouais. C'est triste parce qu'ici, pour le coup, alors je sais pas, dans le Rhône, c'est moins. Ouais. Moins. C'est quoi? C'est le vent, le couloir de. Ouais, en fait, c'est déjà souvent que les températures descendent plus bas ici. Et puis les chardonnays, dès que tu lui donnes un peu d'eau et un rayon de soleil, il sort. Il sort très très vite. Donc tu peux te retrouver avec des bourgeons qui éclatent et qui sont à des débuts de feuilles assez rapidement. Parce que pour expliquer le problème du gel sur une plante, ton bourgeon il est gorgé d'eau. Ouais, tant qu'il est protégé, tant qu'il est pas ouvert, il est dans le coton comme on dit, le risque il est moins important parce qu'il ne va pas se développer, même si le gel arrive, ben, il va y en reprendre un derrière. Le problème il est quand la feuille elle est sortie. Donc là quand tu commences à voir les feuilles, et ben là tu gèles la pointe de la feuille, donc soit elle noircit, et après elle flétrit et elle tombe, et en tombant elle emmène tout ce qui va avec, et avec peu de chance. Alors on te dit oui mais le contre-bourgeon, parce que forcément il y a d'autres secteurs où les bourgeons vont repartir, mais souvent le problème c'est que le contre-bourgeon il n'est pas fructifère, donc tu recrées de la feuille mais qui va jamais fructifier. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est dangereux quand même. Ouais. Donc pas de raisin derrière. De la feuille, t'en refais. Hein. Ouais. Sauf vraiment à Chablis par exemple. Alors là, où eux, ils prennent des gros coups de gel. Où là, c'est compliqué. Mais sur d'autres endroits, souvent, tu retrouves un beau feuillage et tu te dis, oh, bah, tiens, mais on ne peut pas imaginer qu'ici, il a gelé. Si, sauf que t'as plus de fruits. Je vois que tes racines rhodaniennes reviennent vite, tu remontes des murs partout où tu viens. Oui, ça c'est vrai. Alors c'est pas la même pierre. Hein. Moi c'est des granites, et ici c'est des beaux calcaires. Des beaux calcaires, ouais. Mais oui, ça fait tu peux pas partie t'empêcher, de... Non. Là... C'était pour la blague. Ouais. Mais tu vois, alors là on est sur la voie verte en plus. Donc ici, et c'est là où la Bourgogne est forte, Fondation des climats, Association des climats, et bien là j'ai eu une aide très importante pour refaire ces murs, puisqu'on est sur un secteur vraiment très visible, très au cœur de vignoble, et on a présenté un dossier de rénovation de ce mur à l'Association des climats, à laquelle on adhère, puisque chaque année on participe au financement de cette association. Mais le résultat il est très concret, c'est que 270 mètres ou 275 mètres linéaires de murs, et dont une aide importante. On a parlé du clos, on a parlé des climats, tu l'as évoqué. Un climat, c'est quoi en Bourgogne? Alors, on va dire que c'est un lieu identifié avec une exposition, un sous-sol, un encépagement. Quand on parle de climat, on ne parle pas uniquement de la géologie. On parle de ce prisme très très spécifique d'un secteur avec une géologie particulière, un encépagement particulier, une exposition particulière, des conditions climatiques qui sont propres à cet endroit. Et ça, il n'y a qu'en Bourgogne où on trouve ce côté aussi morcelé. Comment ça s'explique ça et comment ça peut perdurer autant de temps, parce que ça a été rédigé par les moines cisterciens à l'époque Je pense que même sans les études géologiques de l'époque, ils avaient déjà repéré des différences tellement importantes entre un bas, un milieu, un haut de coteaux. Regarde, sur cette parcelle, déjà, si tu regardes par rapport aux voisins, il n'y en a pas un qui est planté de la même façon. Ouais. Tu vois? Regarde, lui il est planté comme ça, lui il est planté comme ça, et nous on est entre les deux. Parce que je pense que ça fait partie de la richesse justement du climat bourguignon. C'est qu'à un moment, c'est tellement spécifique que tu considères ton climat comme étant une propriété à part entière et sur laquelle tu vas avoir ta façon de la travailler, ta façon de l'amener à maturité. Ça, il n'y a qu'ici que tu peux trouver ça.
Moi, dans ma région, par exemple, sur Côte-Rôtie, on a des climats, on a des secteurs, la blonde, la brune, mais il y a un moment où c'est pas aussi poussé que ça. Et puis surtout, tu rentres dans la notion de région septentrionale, qui accentue encore le phénomène de climat, c'est que avec la même variété de vignes, de chardonnay ou pinot noir, Tu fais des choses qui sont totalement opposées, différentes. ouais. Quoi. Et donc là, je pense qu'on est vraiment dans l'extrême du climat. En Bourgogne, il y a vraiment que là où tu te dis, putain, mais entre le voisin et moi, c'est pas possible. Le vin est totalement différent. Les moines ou toute cette période, ils avaient identifié des secteurs et derrière, ils pensaient que le mieux adapté, c'était ce cépage pour ce secteur et ce cépage pour un. Il n'y avait pas la notion de valorisation aussi importante qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. Ouais, c'était pas du vin de messe non plus. C'était pas du vin de messe non plus. Alors là, ça c'est pour les histoires et pour. Mais non, à un moment c'était pas du vin de messe. La Bourgogne commerçait, hein, les gens. Ouais. Mais on parle d'une époque où ici peut-être, je n'ai pas le détail, mais tu avais peut-être de la polyculture. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, on était aussi sur des fermes agricoles. C'est-à-dire qu'il y avait bien sûr la vigne, mais probablement à côté, il y avait des pommes de terre qui étaient. Voilà. Alors on devait plus les planter là-bas parce que c'était plus facile et que la terre était plus grasse. Ouais. Mais il y avait la notion de ferme agricole qui rentrait beaucoup en ligne de compte. Donc le principe, c'est toujours le même, hein. Porte-greffe et greffon. Donc ça, c'est le greffon qui est là, et puis tu as le porte-greffe qui est en dessous. Voilà. Ton porte-greffe, t'as un pépiniériste Ouais, on travaille avec 2 pépiniéristes, ici. Un local, on va dire, enfin local qui fournit la Bourgogne depuis très longtemps, et puis un autre qui est alsacien. Donc, pour une raison particulière, je suppose. Ouais, c'est un gars qui fait des super sélections massales. Donc il s'appelle Éblinger, okay. en Alsace, et puis j'allais dire pas le local, mais celui qu'on trouve, c'est Guillaume. Donc ici on a 2 pépiniéristes. Et je vois que, on verra d'ailleurs aux images aussi, un beau couvert végétal conservé. Oui, ça. Au pied là, des. Ouais. Toi, on est allé te chercher aussi, je suppose, les propriétaires sont venus te chercher aussi pour ça. Oui. Tu as une vision? Ouais, nous on est. Bon là c'était facile, le domaine était déjà en bio. Donc on est arrivé, j'allais dire. Un billard. Un billard, parce qu'il avait fait la conversion officielle il y a plus de 15 ans. Nous, ce qu'on peut ramener peut-être, c'est peut-être un peu de biodynamie, enfin en tout cas des préparations supplémentaires qui n'étaient pas forcément dans le cahier des charges ici. Après, à voir si on va jusqu'à l'officialiser, mais on va commencer quelques essais. Et puis après, c'est sur la gestion des sols. On a des secteurs où c'est un petit peu compact, donc on peut, avec des engrais verts ou des couverts végétaux, essayer de décompacter un peu. Voilà. Ça fait partie des choses que... L'année dernière, pour planter la parcelle des Toussins, j'avais mis en attendant du sorgho. Et mon voisin est venu me voir un jour en me disant T'es fâché? Ça va pas là? Déjà, je faisais de l'ombre à sa vigne parce que le sorgho était monté à 2,40 m. Il m'a dit les premiers rangs, il ne voit pas le soleil là, donc il faudrait que tu fasses quelque chose. Donc voilà. Faut s'adapter. Voilà. Non, mais moi, on est toujours à l'écoute de ce qui peut améliorer notre végétal. Et ton regard rhodanien, il amène quelque chose ici? Le sorgho, justement. je l'avais mis dans le Rhône et ici, je me suis... Ça marche moyen. Là, si, ça marche bien, mais j'ai oublié que j'avais des voisins très très proches. Donc, toi, ils sont en dessous ou ils sont au-dessus? Oui, voilà, ça posait pas de problème, mais là, visiblement... ça dérangeait un peu le voisin. Il était très sympa, hein, mais il m'a dit il faudrait que tu fasses quelque chose. Là, ça, j'ai passé quand même. J'ai une différence de maturité entre mes vignes qui sont au milieu et les 3 premiers rangs qui sont à côté de tes trucs là. Je ne sais pas ce que c'est. C'est que ça ou il y a peut-être un autre ADN aussi, même si finalement tu as commencé ta formation ici, donc tu connais un peu. Moi, en fait, ce que j'ai vu en 30 ans, c'est que, les 2 régions se rapprochent énormément en termes de date, de cycle, c'est beaucoup moins marqué qu'avant, ça c'est sûr.
Moi, aujourd'hui, c'est un vrai problème parce que je vendange en même temps la Bourgogne et le Rhône, Ah ouais. à 2 jours près. Donc, je me tape des journées où je lance la vendange dans le Rhône. Et à midi, je monte et je viens finir les pressoirs ici le soir. Je me tape mes 2 heures de route parce que j'ai plus cette marge de manœuvre qui consistait à dire je vais démarrer dans le Rhône et je passerai ensuite en Bourgogne, je reviendrai dans le Rhône. Là, c'est tout mélangé. Et au sein des propres exploitations, mon prédécesseur ici, il avait une vision très sud-nord de la vendange. C'est-à-dire qu'il démarrait au sud vers Pommard et remontait, il finissait ici. Et on s'aperçoit que ce n'est pas vrai du tout. Là, on est obligé de venir très tôt sur les blancs, repartir de l'autre côté. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'ordre établi à ce niveau-là. C'est quoi, réchauffement climatique? Ouais, alors réchauffement ou bouleversement, tu vois, moi je parle plutôt de bouleversement climatique que de réchauffement. Bon, après, tout le monde va te dire, on a gagné 25 jours en 30 ans, voilà, c'est sûr, c'est indéniable. On vendange presque un mois plus tôt qu'avant, donc ça, on est bien obligé de, voilà, tout le monde le sait. Après, moi, ce que je trouve compliqué à gérer, c'est ça. Tu vois, regarde, aujourd'hui, 28. On est le 9 avril, 28 degrés. Et la semaine dernière, on posait les bougies. Ouais. Donc ça, pour le coup, n'importe quel être humain peut comprendre que ça a une influence sur ton corps, sur ton mental, et forcément, la vigne, c'est pareil. Forcément, la vigne, c'est pareil. Tu lui mets des grands coups de barre à gauche, à droite, elle ne comprend pas tout le temps. Ce qu'il faut, c'est l'accompagner. Ouais. En fait, c'est surtout ça. Du mieux que tu puisses. Pour adapter cette résilience. Parce qu'elle a besoin d'être de plus en plus résiliente. Il y a eu la mode des blancs, puis la mode des rouges, puis on revient aujourd'hui à des blancs, mais le grand public veut des blancs frais, tendus, minéraux. Ouais. Moins enclin, je pense que tu t'envoies un Corton Charlemagne à n'importe qui aime un peu le vin, il ne va pas non plus cracher dessus, mais oui. Cette amplitude de vin, tu vois, cette richesse de vin, fait que peut-être aujourd'hui, en effet, tu dois jouer sur ta date de maturité ou en tout cas de vendange pour aller chercher une maturité optimale, mais pas sur maturité. Pas sur maturité. Pas sous maturité pour ne pas tomber dans le cliché du variétal. L'exercice, il est devenu beaucoup plus équilibriste. Mes enfants ont créé une cuvée qui s'appelle Question d'équilibre sur un vionnier. J'aurais demandé pourquoi ils m'ont dit, mais papa, tu te rends pas compte, mais ça fait 20 ans que tu nous bassines avec l'équilibre. Mais en fait, oui, peut-être que, alors c'est un clin d'œil qu'ils ont voulu faire en créant cette cuvée, mais c'est la base, surtout sur les blancs. Comment ne pas dénaturer la structure d'un Charlemagne, par exemple, ou d'un Condrieu, pour pas tomber dans le côté opulent et riche, mais d'un autre côté, il ne faut jamais renier ses racines et l'origine de ses terroirs. On ne va pas faire des vins squelettiques sous prétexte que la mode est au vin. Voilà. Donc il faut trouver cet équilibre justement entre les conditions, l'expression du terroir et du cépage, et aussi rester moderne et rester quand même dans l'air du temps. Moi, j'adore, j'ai un vigneron que je connais bien, Jean-Louis Chave. Ah bah, j'allais t'en parler. Jean-Louis, quand tu discutes avec lui, il te dit la Marsanne, c'est pas moderne. Hein. La Marsanne sur l'Ermitage, c'est pas moderne, et j'en ai bien conscience. Parce que c'est un cépage qui est large, qui est structuré, qui met 15 ans ou 20 ans à se libérer, et encore avec des fois des phases d'oxydoréduction où tu ne sais pas trop ce qui se passe. Et au final, il faut bien quand même s'adapter à ces contraintes. Et il ne faut pas renier, il ne va pas vendanger un mois plus tôt pour plaire aux gens. Alors après, quand tu t'appelles Jean-Louis Chave, tu peux pas imposer une certaine vision, mais quand même, parce que c'est plus facile. Voilà, c'est plus facile. Mais néanmoins, je pense qu'il a raison. Il faut rester, il faut être à l'écoute de ce qui se fait autour et surtout des conditions climatiques, mais il ne faut pas vouloir changer l'identité, l'ADN même de ton... Et moi, sur le domaine, historiquement, il y avait 2 vins. Il y avait blanc, sur le domaine Albert Moreau. Il y avait ce Clos de la Bataillère en blanc et un Beau Négro qui est au sud, à côté du Clos des Mouches. Ouais. Tu vois, pas très loin des Drouins. Et c'est drôle parce que je pense qu'il y a 20 ans, les gens préféraient celui-ci, parce qu'il y a un côté Charlemagne. Et aujourd'hui, les gens préfèrent là-bas. Mais pour moi,
je vais pas dire la bataillère, ça va ressembler à nos aigros, ça n'a aucun sens. Les aigros, il y a un côté un petit peu plus pointu, un petit peu plus strict aussi, que j'adore, mais qui est différent et qui a peut-être pas la complexité qu'on a ici sur ce bataillère, tu vois, même si c'est un peu plus large, un peu plus... Et dans le temps, pour compléter ce que tu dis et reparler de Jean-Louis Chave que tu évoquais aussi, là j'ai vu un truc passer sur la RVF, il y avait Eric Baumard qui était là aussi, il y avait toute une équipe. Oui, ils ont fait une super déguste. T'as vu? Ouais. En 1927-31, Ils sont descendus dans les années 30. Et où ils te disent justement, tu as presque l'impression que Hermitage Blanc revient dans l'autre sens, avec une finesse, une acidité, peut-être une... C'est évident. Et alors, on n'a pas d'une façon aussi marquée, par exemple, sur Condrieu, mais on a aussi ce phénomène qui se fait sur les vionniers, où les gens pensent que c'est complètement cuit au bout de 10 ou 15 ans. Moi, c'est faux. J'ai goûté des vieux Condrieu avec Georges Vernet, de mon année de naissance, et des vins qui tenaient parfaitement debout, et qui avaient une expression qui était terrible. Non, je pense qu'il faut... De toute façon, c'est toujours la même chose. Il ne faut pas se laisser embarquer par les modes et les tendances. Il faut simplement être à l'écoute de ce que la tendance veut quand même, parce que si à un moment tu peux adapter un peu les choses, ben, il faut quand même le faire. Et ça, on le fait tous, parce que dans les élevages, par exemple, on fait beaucoup plus attention sur le pourcentage de bois neuf, alors qu'il y a 20 ans de ça, on ne faisait pas gaffe, on en mettait. Si ça, voilà. Aujourd'hui, ben, même si ça sucre un peu, avant si ça sucrait un peu, si c'était un peu vanillé, un peu toasté, c'était pas grave, parce que le marché il demandait ça. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est des paramètres sur lesquels il faut quand même faire attention. Et surtout que tu t'aperçois que tu peux faire le même boulot, voire aussi bon, avec d'autres contenants. Donc ouais, pourquoi s'en priver? Voilà, moi c'est ça. Et puis des évolutions surtout, de vin différentes, des types, parce que tu vois, le bois, pendant 5-6 ans, il était quand même tellement présent qu'en fait, tu sentais entre guillemets rien. C'est un peu dur ce que je dis, mais ça masquait un peu. Ça masquait les premières années. Et donc pour pouvoir ressortir, on buvait des vins vieux, donc c'était pas grave. Aujourd'hui, comme on les consomme beaucoup plus jeunes, une amphore, en 2 ans, 3 ans, elle commence à te ramener, tu vois, l'atypicité, l'ADN vraiment de ton cépage. Tout à fait. Mais à l'inverse, elle peut aussi simplifier un profil aromatique. Tu vois, donc, parce qu'il n'y a pas l'échange que tu vas avoir avec... Donc c'est pour ça que moi, je suis très prudent avec tout ça. C'est jouer un peu, quoi. Ouais, ben voilà, moi c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de jouer un peu, tester. Bon bah, face à Charlemagne. Eh ben ouais, hein, on est petit face à lui. Ça te rend humble un peu? Ah ben humble, et puis ça t'oblige. Moi, autant que ça m'oblige dans le Rhône maintenant que j'ai transmis aux enfants. Mais dans le Rhône, j'ai eu l'impression de créer quelque chose qui n'existait pas. Donc je l'ai aggloméré de pièce à pièce, de parcelle à parcelle. Tu as monté ton mur. Voilà, j'ai monté mes murs et tout ce qu'il y avait autour. Alors que là, entre guillemets, j'hérite d'un passé. Et j'allais dire, c'est plus compliqué. Parce que tu as peur de mal faire. Quand tu crées, bah, si tu te trompes, mais tu as créé. Donc il n'y avait pas de référence avant. Là, le problème, c'est que tu es regardé un peu par les anciens, par tout le monde, et il faut que tu transmettes au moins aussi bien, si ce n'est mieux que ce que c'était avant. Donc il y a un challenge qui est différent, je trouve. Je comprends ça t'oblige. Voilà, ça t'oblige. Parce que donc là, il n'y avait pas de dalle d'écoulement, donc on a tout refait pour que ça puisse s'écouler correctement. Il y avait un plafond avec un grenier. On a fait péter le plafond puisque nous, on a un système de vinif où j'avais besoin de hauteur. Parce que comme on fait tout par gravité, je rentre des petits chariots de vendange de 300 kg qu'on ouvre et qui tombent directement dans la cuve. Donc tout le travail se fait à l'extérieur. On a un auvent de travail ici, tu vois, qui est là, qu'on a fait construire. Bon là, c'est encore un peu le bordel parce qu'on est dans l'aménagement du château. Donc le principe, c'est simple. Chambre froide, une nuit. La vendange passe toute une nuit en chambre froide. Ça, moi, je ne fais pas de prémacération à froid, de conneries où tu descends les raisins trop bas. Les raisins, ils se rafraîchissent là-dedans. Je les récupère le lendemain matin, ils sont à 8 degrés.
Les blancs, ils passent de là à là, dans le pressoir, nickel. Et les rouges, on fait donc table de tri, grattoir ou pas, enfin comme on veut. En fonction Et de après, ce que tu veux faire. avec le Fenwick, on rentre uniquement le chariot à l'intérieur. Avec, donc j'ai 2 chariots, un qui se remplit, un qui se vide, un qui se remplit, un qui se vide. Et comme ça, la cave elle est toujours en nickel. Toutes mes cuves, toutes, elles ont toutes un froid, un chaud. C'est tout contrôlé ici. J'ai un tableau de régulation avec un écran. Je gère exactement ce que je veux comme température. Et tous mes rouges, je les presse dans le vertical hydraulique. Les blancs dehors, les rouges dedans. Je récupère 100% de mes presses. Parce que c'est une presse unique, 1 heure, de 1h10. Et c'est une vraie presse à l'ancienne. Avec le système, justement, c'est pas une membrane, hein, tu viens presser dessus. Tu as, pareil, comme les chariots, dehors, une cage qui presse, une cage qui se remplit. Une fois que la cage elle est terminée de presser, on la sort, on met l'autre à la place, on nettoie la première, et ainsi de suite. Et du coup, ça te permet d'avoir parcelle par parcelle. Tout. Isoler chaque parcelle si tu as envie, ouais, voilà. faire tes assemblages derrière en fonction Exactement. de tes contenants. L'idée, c'est de suivre le climat, justement, de A jusqu'à Z. Dans l'idée de l'hyper spécialiser, toi peut-être de les connaître un peu mieux Moi, d'abord. surtout pour les connaître, parce qu'après, dans la plupart des cas, on les assemble. Enfin, par exemple, quand on a une parcelle de Beaune-Bressande, il y a 3 parcelles sur la parcelle. Il y a des vieilles, les vieilles vignes, celles du milieu et les jeunes. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment évoluent les vieilles, celles du milieu et les jeunes, pour voir, déjà, on ne les vendange pas au même moment, le temps de cuvaison n'est pas forcément le même, le pourcentage de vendange entière qu'on va impacter ne va pas être le même, mais à la fin, tout va être assemblé. Mais ça nous permet vraiment d'aller jusqu'au bout de la démarche de la parcellisation. Bah, tu vois, je voulais te demander la différence dans ton métier d'avant et celui d'aujourd'hui, si je puis le dire. Je pense que j'ai un bout de réponse là. Voilà, ça c'est 1880, Gustave Eiffel, donc c'est une des caves Eiffel de la Bourgogne avec ses ingénieurs, hein, c'est pas lui qui, Bien sûr, ouais. c'est son équipe. Avec ici une pièce de musée qui fonctionnait il y a encore 6 mois, puisqu'on s'en est servi jusqu'à cette année. Un monte-charge qui partait du grenier, le fameux grenier qu'on a enlevé, et qui descend jusqu'à la 2e cave qui est en dessous, que je vais vous faire voir après. Donc toutes les manips se faisaient par ce monte-charge. Donc on l'a gardé en fixe, tu vois, Oui. on a bloqué. Pour le et puis passage. maintenant on a un vrai ascenseur sécurisé. Mais c'était important, moi je pense, de le garder, tu vois. C'est 1889. Et je te dis, ça fonctionnait. Hein. Moi j'ai fait toutes mes descentes de fût avec, hein, pendant 2 ans et demi. Hein. Et pas à aucun moment tu te dis... Bah moi non. En revanche, les nouveaux propriétaires qui sont soucieux, tu vois, de tout ce qui est sécurité au travail, Guillaume là-dessus, il rigole pas. Ils m'ont dit non, ça c'est pas possible, quoi. Parce que c'était, il y avait une grille, il y avait quand même, tu vois, on actionnait ici, il y avait il y avait un minimum. Mais en termes de sécurité, on n'était peut-être pas au top. CHSCT, t'étais pas bon. Donc là, on a les blancs, ici, cave des blancs, cave plus récente. Parce que déjà, au début des années 20, ils étaient en manque de place, donc ils avaient refait cette cave en plus. Le bâtiment principal, c'est 1885, et ça, c'est 1925, c'est entre 2 guerres. J'ai fait installer des nourrices de froid, donc je peux faire toutes mes fermentations ici, en gérant les températures. Avec ça, j'ai des plongeurs, tu vois. Ouais, ça là. Ouais. Tu vois. Et du coup, tu bloques si ça part un peu Je trop. vois que moi, ce que je recherche, c'est des fermentations entre 18 et 22 degrés, maxi, tu vois, 23. Donc, si ça s'emballe un peu, hop, on plonge ça à l'intérieur, comme ça, on arrive à retenir un peu la température. Et voilà. Si jamais il fallait vraiment chauffer parce qu'on a un automne très frais où ça démarre mal, bah à ce moment-là, hop, on peut foutre un coup de chaud et faire dans l'autre sens. C'est toi qui as choisi tes contenants, Alors, taille. L'ancien propriétaire travaillait sur de la pièce, 12 mois d'élevage, 30% fût neuf. C'était calculé,
chaque année, il faisait ses commandes de fûts, blanc et rouge. Nous, comme on a agrandi la gamme de blanc et qu'on voulait faire un peu autre chose, on est passé sur des 400 litres, 350 ou 400 litres. Donc on a éliminé les pièces. Il en reste quelques-unes pour compléter, mais globalement, il n'y a plus que du 350. Et surtout, on est passé sur 18 mois d'élevage, avec 12 mois là-dedans, première année, sous-tirage, assemblage. Et je me suis fait faire des petites cuves inox par parcelle qui me permettent de faire la deuxième année de finition sur lit en cuve inox, okay. pour retendre un peu les vins. Ouais. Et ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, voilà, sans dénaturer la caractéristique de la parcelle, mais laisser l'assemblage se refaire et ramener un peu de fraîcheur pour être sûr de ne pas tomber dans... Un peu pâteau, quoi. Voilà. Ouais. Et franchement, ça marche. T'es fier de toi? Moi, ouais, je suis fier, j'en sais rien, mais en tout cas, ça marche. Ça fonctionne. Où donc les propriétaires nous ont... j'ai demandé si on pouvait faire une vraie cave de vieillissement. Donc ils m'ont autorisé à conserver sur les plus belles cuvées à peu près 10% de chaque millésime, de les mettre en vieillissement pendant 7 ou 8 ans pour pouvoir les ressortir à maturité. Donc j'ai commencé avec le premier millésime qu'on a vinifié, 2023, où on a gardé un peu de sang-vigne, un peu de bressante, de la bataillère bien sûr, des aigros. Enfin on a mis 5-6 cuvées en place et qu'on ne va pas toucher jusqu'en 2030 ou 2031. Voilà. Dès qu'on travaille un peu avec la gastronomie, les sommeliers te disent, vous n'avez pas des millésimes un peu anciens? Bien sûr. Parce que comme plus personne ne stocke, et qui avise les restaurants, soit par manque de place, soit par manque de trésorerie, il y a un moment où il faut bien que quelqu'un le fasse. Donc, et je vois même moi dans le Rhône, j'ai du mal à le faire. Je n'arrive pas à générer assez de vieux millésimes pour dire de temps en temps, allez tiens, je vous ressors 60 bouteilles. Alors que là, l'idée, c'est à terme, c'est de sortir le millésime courant. Et puis chaque année, une offre complémentaire avec 3 références. Et puis chaque année, on tourne et voilà quoi. Demandez à Corinne et Jean-Paul, je crois que. Bah voilà. Ils ont réussi Eux, ils sont spécialistes. Qu'on a réussi à conserver. Avec, alors, la particularité, c'est que, comme je te disais, Albert Moreau négoce jusque dans les années 70 même. Il y avait encore pas mal de négoces. Et il n'y a pas une bouteille de négoce dans la vinothèque. Il ne reste ici que les bouteilles du domaine, donc les Beaunes, la Bataillère, mais il n'y a pas un seul vin de l'époque, alors que je te ferai voir, en haut il y a un tarif de 1875, il y a tout, hein, les Morachet, la Romanée Conti, tout est dessus, tu vois, c'est impressionnant. Ils vendaient du Juliena, du Pommard, du Gevrey, du Nuit Saint-Georges, des Morachet, des Bâtards et distributeur exclusif de la Romanée Conti 1871, Romanée Conti 1872. Enfin, il y a 5 millésimes de Conti. T'es sûr que tu n'as pas trouvé ça C'était pas ça, les petites fioles dans le château? Bizarrement, il ne reste rien de cette époque. À croire qu'ils l'ont totalement effacé de la mémoire du... Si, j'ai récupéré une bouteille, enfin 5 bouteilles et un magnum de l'époque du négoce. C'est un Clos Vougeot 1926. Tu vois? Ça, et il restait 6 bouteilles, et j'en ai ouvert une, j'ai goûté, et comme c'était bon, j'ai refait tous les niveaux des 5 autres et du Magnum. Je me suis dit, c'est dommage, si on peut les préserver un peu dans l'histoire du domaine, donc, parce que les niveaux étaient vraiment bas. Donc on a rempli les 5 bouteilles, le Magnum, et puis ce qui restait, on l'a bu. T'es pas non plus... Hein, voilà. Mais c'est la seule bouteille Albert Moreau négoce qui existe dans cette vinothèque. Tu vas trouver des 63, des 66, des 59, des 70, des 75. Et à chaque fois, ça ne concerne que les parcelles de la propriété. Et tu en as ouvert quelques-unes Ah oui, alors t'en as goûté? Moi j'ai la chance de connaître depuis très longtemps Michel Béthane, oui, qui est quand même quelqu'un qui pèse un peu, qui pèse un peu sur la connaissance du terroir bourguignon. Et lui connaît la maison depuis 50 ans.
Donc quand je lui ai dit qu'on avait repris, enfin que Guillaume avait repris et que c'était moi qui m'en occupais, Michel, il a une collection d'Albert Moreau, il achetait des vins chez Albert Moreau chaque année. Donc il avait une allocation et donc je lui ai demandé s'il voulait m'aider à faire un peu un audit des vieux millésimes pour savoir. T'as pas trouvé meilleure excuse pour boire un coup avec un copain. Non, mais c'est surtout que l'avantage, c'est que lui, il t'explique le millésime. Ouais. Moi, la Bourgogne, je suis arrivé en 1992. Mais ce qui s'y est passé avant, je ne connais pas. Alors que lui, il te dit 66, 71, ah ben là, je sais très bien à l'époque. Et ça, c'est une vraie richesse. Donc, j'ai pu tester pas mal de choses. Ce qui est resté ici, normalement, est à peu près tout contrôlé et buvable. Dans le sens où, voilà, on a essayé de garder une mémoire du domaine qui soit une mémoire qu'on puisse célébrer. Tes premières années, ça ressemblait à quoi? Est-ce que tu peux aller un peu plus loin sur tes doutes, tes essais, tout ça, et peut-être ce qui, ici aussi, font que tu testes des choses? Alors, moi, je suis arrivé dans le vin à l'époque de la viticulture conventionnelle. Donc moi, je suis passé de l'univers de la passion où je faisais des concours de dégustation. C'était un petit peu mon trip. J'essayais de me tester à l'aveugle. Hein. Donc j'adorais le vin comme ça. Et puis d'un seul coup, je me suis retrouvé dans l'univers du métier où là, j'ai appris les pratiques culturales. Donc moi, j'ai démarré comme ça. Mes premières formations, quand je me suis reformé à la viticulture, j'avais des profs qui nous indiquaient que les vignes, ça devait être propre tout le temps, que pour avoir des vignes propres, il fallait les désherber chimiquement, parce que ça permettait à la plante d'être tranquille, de ne pas avoir de concurrence. En plus, esthétiquement, c'était quand même mieux de faire visiter un vignoble joli, sans de mauvaises herbes de partout. Donc moi, j'ai appris la viticulture comme ça. J'ai appris des périodes de traitement où on cadençait des traitements tous les 12 jours à peu près, avec un jour un produit un peu plus costaud, un jour un produit un peu plus soft. Et voilà, le but, c'était au final de produire les meilleurs raisins en évitant les intempéries, les maladies. Donc pendant les 5-6 premières années de ma vie professionnelle, moi, j'avais pratiquement que ce modèle-là. Même à l'époque, en Bourgogne, je suis arrivé avec un ancien régisseur qui allait prendre sa retraite et qui, lui... ne jurait que par ça. Faisait voyager les gens au milieu de vignes qui étaient souvent désherbées, qui étaient... Bon. Et les vins étaient bons, ils étaient reconnus. Et puis, ma première grande claque, c'est 99, où là, mon patron de l'époque me dit on va créer un domaine sur pas mal de propriétés, et vous allez suivre ça, et on va faire de la biodynamie. Et moi, la biodynamie, je ne savais pas ce que c'était. Et on va dire que ma passion pour le sol, le vivant, date de cette époque, de 99, où là, je me suis dit, ah oui, effectivement, on est vraiment loin du compte. Donc là, j'ai commencé à m'intéresser à ça, et c'est là que je me suis découvert plutôt une âme de viticulteur plutôt que de vinificateur. C'est-à-dire que, et quand j'ai installé mon domaine dans le Rhône en 2009, j'étais encore dans cette optique. J'ai démarré ma conversion en bio 2 ans après, j'avais aucun moyen, et je peux te dire que convertir en bio chez nous, tu sais ce que c'est. C'est sportif. Ouais. Mais j'y suis allé parce que c'était pour moi, voilà, si un jour je transmettais quelque chose à mes enfants, c'était transmettre une agriculture vertueuse, avec une nature propre, avec des cèpes qui... Voilà. Et du coup, même encore aujourd'hui, notre dernière expérience familiale dans le Rhône, c'est une expérience de vitiforesterie ou agroécologie qui a fait beaucoup parler chez nous dans la région. On s'est remis à planter des arbres, à remettre des fruits, à remettre
Tout ça parce que moi, je suis animé par cette passion du vivant, mais en vigne. Ouais, bien sûr. Après, je ne dis pas que ça ne m'intéresse pas du tout de faire du vin. J'adore ça. Mais si tu me demandes à choisir pendant les vinifs, par exemple, mon fils est en cave, moi je suis sur le tracteur. Les grands vins se font à la vigne. C'est bateau, tout le monde dit ça, Eh mais c'est tellement vrai. Eh oui. Les grands vins de terroir, ils sont faits là-bas. Bien sûr. Et pour moi, la différence entre le bon vin et le grand vin, c'est la somme de détails, mais que tu vas mettre surtout à la vigne. Tu as eu des doutes quand tu t'es lancé, notamment, je pense. Et j'en ai encore plus aujourd'hui. Sérieusement, j'ai encore plus de doutes aujourd'hui. Et honnêtement, je peux comprendre que des gens fassent marche arrière parce qu'il y a tellement d'incidents climatiques qu'aujourd'hui, tenir le choc sur des viticultures vertueuses, biodynamistes, eh ben, il faut vraiment avoir la foi parce que quand ça commence à mettre en péril économiquement ton domaine, tu te dis, mince, surtout qu'encore une fois, gustativement, entre un vin bio ou biodynamie et un vin conventionnel, dans certains cas, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, sur des grands domaines, oui. Moi j'ai des tas de copains qui font partie du top 5 des différentes régions et qui continuent de traiter en conventionnel et qui de temps en temps mettent un coup de désherbant chimique, et ça ne leur empêche pas d'être des domaines qui ont pignon sur rue et qui font des très grands vins. Donc c'est pour ça que c'est compliqué, je trouve, parce que c'est pas forcément un message qui est très lisible. À l'inverse, bon, moi, j'ai même pas eu besoin de convaincre mes enfants de continuer dans cette voie, parce qu'eux, ils ont pris le domaine en bio aussi. La seule chose qu'ils m'ont demandé de faire, c'est à l'époque dans le Rhône, c'est de l'écrire sur l'étiquette. Parce que moi, je ne l'écrivais pas sur l'étiquette. Je ne mettais pas AB ou... Voilà. Et depuis qu'ils sont arrivés, qu'ils m'ont rejoint, ils m'ont dit, papa, voilà, on met l'assertif, parce que quand même... Mais moi, je l'ai vraiment fait par conviction personnelle, de me dire, c'est dans cette voie qu'il faut aller. Mon arrivée en Bourgogne, c'est 92. 92-2003, où j'ai la chance de bosser pour un groupe qui me fait faire plein de choses différentes. 2003, je retourne en Vallée du Rhône parce que mes enfants, ma famille habitent là-bas à l'époque et ça devient compliqué sur le plan perso. Donc la deuxième partie de ma carrière, c'est les vins de Vienne, avec Cuilleron, Gaillard et Villars. Des petits gars, du coin. Qui dure avec eux 6 ans. T'as fait quoi avec eux sur les vins de Vienne? J'ai fait 2003-2009. Ouais. Mais du coup, au domaine j'étais directeur du domaine. Directeur et associé, puisque j'étais associé avec eux sur cette aventure. Et donc ça, c'est ma deuxième partie de carrière. Et puis après, la troisième partie, c'est l'aventure du domaine. Donc 0 en 2009, 25 hectares aujourd'hui. Donc en 20 ans, un domaine qui s'est constitué. Et on va dire la quatrième partie de ma vie, c'est celle que je suis en train de vivre, c'est la transmission du domaine et ce retour en Bourgogne avec un passage par du consulting, parce que comme je te dis, je suis tellement curieux que... Voilà, j'avais monté cette petite société de conseil et il y a des endroits du monde qui m'intéressaient, du monde français, mais pas que français. Et du coup, voilà, je me suis occupé, je m'occupe encore de certains domaines dans le Beaujolais, dans le Languedoc, en Provence. Je suis même allé au Liban, au Portugal. J'ai un super petit domaine au Portugal que je suis 4 fois par an. Ça, c'est vraiment ma récréation, c'est mon... Ouais. C'est mon... C'est voir un peu ce qui se fait aussi. C'est voir ce qui se fait, pouvoir... T'en tires autant que tu... Ouais. Moi, je pense que pendant très longtemps, quand je faisais pas mal de journalistes qui passaient au domaine et qui me disaient « Mais monsieur Villa, c'est quoi votre secret ?» Et je répondais toujours « C'est de boire le vin des autres. » Parce que pour moi, c'est l'essentiel. C'est là qu'on essaye de comprendre ce qu'il y a derrière, ce qui... T'as des vignerons qui t'ont inspiré ? Le premier qui m'a inspiré, et surtout qui m'a aidé, qui m'a fait prendre conscience que je pouvais faire autre chose que du commerce, c'est Sylvain Pithiot. Ensuite, dans les gens qui m'ont vraiment marqué,
En Rhône, c'est Georges Vernet, parce que j'ai eu la chance de le côtoyer, parce que je connais très bien la famille. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Et après, alors des gens que je connais et même des gens que je ne connais pas. Moi, j'ai rencontré plein de vignerons qui m'ont vraiment forgé mon caractère. Alain Graillot, avec qui je suis devenu très copain, où on faisait et j'ai suivi un peu la même trajectoire que lui. Il n'était pas dans le monde du vin, je ne suis pas dans le monde du vin. Il a 2 enfants, j'ai 2 enfants. Les enfants ont repris, mes enfants ont repris. Alain faisait du consulting, je fais du consulting. C'est-à-dire, en fait, j'ai une colonne vertébrale. J'ai recopié certains modèles, c'est sûr. Consciemment ou inconsciemment. Ouais. Après, bien sûr, quand tu as la chance de rencontrer des gens comme Aubert de Villaine, comme Roumier, ma vraie fierté aujourd'hui, c'est de pouvoir échanger avec eux, enfin ceux qui vivent encore, qui sont encore en activité, et de pouvoir parler de technique, voilà. Alors que c'est des gens que j'ai idéalisés et rêvés pendant des années, et aujourd'hui le fait de pouvoir les côtoyer d'égal à égal, d'égal à égal, je n'ai pas la prétention de dire ça, mais en tout cas de pouvoir échanger sur la façon de travailler, de vinifier, je me dis voilà, c'est le truc qui me va bien, quoi. Ton installation en 2009, ou peut-être même avant, quand tu étais avec les vins de Vienne, un moment là. 2009, mon installation. Ouais. Voilà. Mon installation, je pense que c'est la dernière, c'est incroyable, c'est la dernière période d'insouciance que j'ai vraiment vécue. Aujourd'hui, je ne suis pas un caractère très soucieux, mais quand même. Je pense que le fait d'avoir transmis, d'avoir amené une autre génération, de faire des choses pour d'autres personnes, comme je te disais tout à l'heure, sur la Bourgogne, je suis moins insouciant que je l'étais il y a 20 ans. Ça, c'est ma dernière grande période d'insouciance. Ça correspond à une période où tu changes de vie complètement, tu pars de rien, tu remets tout sur la table. Bon, voilà, quoi. Donc, tu penses que c'est quoi, un brin de folie, un peu de c'est ce que tout le monde m'a dit plus tard. Tout le monde m'a dit ça plus tard. Et si tu ne l'as pas, tu ne le fais pas. Mais voilà. Donc moi, le jour où j'ai décidé d'y aller, la décision, elle s'est prise en une demi-journée. Et voilà, je me suis dit... Donc après, tu vas de satisfaction en obstacle, d'obstacle en satisfaction. Nous, d'ailleurs, ça a commencé très tôt. À l'époque, on avait à peine débuté que mon épouse, à l'époque, a été gravement malade. Et c'est vrai que d'un seul coup, tu te dis que les priorités, elles changent. Alors que tu viens de t'installer depuis 3 mois, tu te dis, mince, là, de ce côté-là, qu'est-ce qui va se passer ? Mais honnêtement, ni elle ni moi, on a traversé ça. Tu vois, on était tellement sûrs que ça allait fonctionner que on est passé à travers. Pas de question. Ouais. Tu as une vendange, un millésime en particulier, qui aujourd'hui te marque ou que tu as en référence ? La tête dedans, là. Ouais. 2016, dans le Rhône. Pour moi, un millésime presque parfait, sur tous les plans. 2011, dans le Rhône, 2e millésime, vendange pour la Toussaint, avec mes enfants dans les vignes pour les vacances scolaires de la Toussaint. C'est quand même un truc qui m'a marqué. 1995 au Clos de Tarbes. Enfin, j'ai des tas de souvenirs. 2003 au Vin de Vienne, premier millésime avec l'équipe. Millésime de la précocité extrême, vendange du 18 août. T'imagines, tu vendanges d'un côté, voilà. un Toussaint, et de l'autre côté, c'est les grandes vacances. et puis, je dirais 2023 chez Albert Moreau, premier millésime tout seul dans une maison historique comme ça. Ça m'a... Voilà. Après, pareil, l'arrivée des enfants, donc le millésime 2021, très compliqué en Rhône, avec Hugo qui était là. Non, en fait, j'ai des tas de souvenirs marquants, mais à chaque fois pour des raisons totalement différentes. C'est pas forcément par rapport à la qualité du millésime. Parce que les millésimes que je t'ai cités, à part 2016, qui est vraiment énorme,
2011, dans le Rhône, c'était pas forcément 95, un grand... Claude Tard, c'était... 95, c'était un gros millésime. Ouais, ça, là, quand même. Ouais. Je suis pas Michel Béthane, mais là... Non, là, gros millésime. Est-ce que tu te définis plutôt comme un vigneron, plutôt comme un paysan, plutôt comme un... Peut-être comme un gars chanceux qui a su provoquer sa chance, je sais pas. Je pense que je te dirais paysan, mais je j'ai pas l'éducation paysanne que certains ont pu avoir. Paysan parce que je me sens très proche de la terre et de ce qui m'entoure, et pas que de la vigne, d'une façon générale. C'est pour ça que je dirais plutôt paysan. Mais Un paysan, pour moi, c'est un gars du pays avant tout. Enfin, voilà, tu vois, mais surtout gars... dans cette optique-là. Après, le paysan qui a travaillé de génération en génération sur les terres de la famille et qui a récupéré... Non, pas du tout. Moi, j'ai pas... Même si ma famille, du côté de mon père en Espagne, était des arbos. C'était pêche, olive, orange. Voilà. Non, mais paysan, c'est un mot que j'aime bien en plus. Ouais, je trouve qu'il a été péjorativement connoté. Bon, bah on va goûter. Allez, allons-y. Donc ça, c'est voisin d'un très célèbre clos des Mouches. Ouais. C'est à peu près à moins d'une centaine de mètres. Et c'est assez inhabituel en Beaune, hein, puisque Beaune, c'est 90% au moins de rouge. Ouais. Mais il y a quelques situations qui sont intéressantes sur les blancs, notamment sur... Tu penses que le fait que tu étais habitué dans le Rhône à travailler et des condrieux et de l'autre côté des côtes rôties avec des spécificités qui, à mon sens, hein, je trouve, touchent un peu à la manière de travailler les blancs en Bourgogne et les rouges en Bourgogne aussi. Tu vois, la finesse de la côte rôtie, ouais. Même si elle s'exprime un peu plus tard, et ce condrieux peut-être qui peut paraître un peu lourd, un peu pâteau de prime abord, et en fait, quand il est bien travaillé, ouais. Je trouve que c'est les profils que tu retrouves sur des blancs et les rouges bourguignons. Ça t'aide, toi, ouais. Ouais. Ici, alors, dans un premier temps, c'est l'inverse qui s'est produit. C'est le fait d'avoir beaucoup mis le nez dans des chardonnays qui m'a permis de faire des vionniers ou des roussanes avec une recherche d'équilibre, parce que gustativement déjà j'avais du mal avec les vins de chez moi. C'est-à-dire quand je redescendais les week-ends et que je goûtais des Condrieux ou des Saint-Jean, je les trouvais souvent un peu... Donc le jour où je me suis installé, j'avais un petit peu cette appréhension de faire des vins comme ça. Donc ça m'a aidé dans un premier temps, dans le sens, on va dire, nord-sud. Et dans un deuxième temps, quand je suis revenu ici, effectivement, l'expérience Rhône qui est totalement intransigeante sur le vionnier, mais totalement intransigeante, où la date de vendange, presque l'heure à laquelle tu cueilles les raisins, a une prépondérance absolue sur la suite des événements, le travail sur les débourbages, ce que tu fais, ce que tu gardes pas. Ça m'aide à repiloter aussi les blancs d'ici. Les blancs d'ici, voilà, la nouvelle technique qu'on a apportée, le fait d'étirer un peu les élevages, de passer une partie en inox, enfin toutes ces choses-là, je les ai ramenées à nouveau du Rhône. Du Rhône. Ouais. Le frigo aussi. Le frigo, oui. Ouais. Parce que dans le Rhône, on vendange toute la journée et on termine quelquefois à 4h30, 5h, 5h30, il fait 28, 29 degrés. Donc si tu processes des raisins à cette température, tu démarres mal, quoi. Donc on avait investi dans une chambre froide il y a déjà presque 10 ans. Et effectivement, quand on voit les changements climatiques aussi de la Bourgogne, c'est une des premières choses qu'on a rapporté ici. Ouais. Et le deuxième qui est, moi, ah ben tiens, on va le faire là-dessus. Sur un fût neuf, justement. Ah, pour voir la différence. Pour gérer, pour essayer de tester, justement. Ça, c'est la bataillère. La bataillère. Donc ça, l'idée aussi, c'est d'aller faire quelques expériences. Donc ça, c'est sur un tonnelier d'ici, hein, qui
fait des essais sur des fûts qui ont été séchés, lavés dans des milieux marins. Donc pour essayer de ramener un... Salinité Ouais, ou un... ouais. Et moi j'aime beaucoup parce que je trouve que, tu vois, c'est un fût neuf. Ouais. Il marque pas du tout. En tout cas au nez. Oh, il en a sous la pédale. C'est bon. Ouais, Il en a sous la pédale. c'est terrible. Oh la vache. Ça, c'est terrible. Et c'est marrant parce que mes gars, jusqu'en janvier, quand on venait ici, ils me disaient « Ah, goûte pas ça, hein, là-bas dedans, hein, parce que c'est intordable. Hein. » Alors moi, je leur disais « Ah bon ?» Ah non, c'est... Et c'est vrai que c'était moins éclatant. Et d'un seul coup, avec le changement de temps, l'arrivée du printemps, le fût s'est totalement intégré. Et aujourd'hui, je fais toujours l'expérience, je goûte toujours là-dessus parce que je trouve ça génial. Ouais, tu vois, le nez, en effet... Tu vois, ça lui ramène un... Ouais, tu vois, peps, regarde, intéressant, regarde. On va faire la comparaison avec un fût de 2 ou 3 vins. Pas du tout. Rien à voir. Du tout. Rien à voir. Le nez... Tu vois, il y a un côté... Ouais. Ça doit marcher son truc quand même. Parce que le nez... Très bon, hein. Tu retrouves le profil de la bataillère en fin de bouche. Ça, pour le coup, je pense que c'est le meilleur qu'on ait fait sur les 3, sur cette parcelle. Tu vois, c'est là où on a commencé à comprendre que... Parce que la première année, en 23, j'avais encore les anciens propriétaires qui étaient là. Et donc, la femme de Geoffroy, c'est elle qui dirigeait l'équipe de vendange. Donc, moi, je me suis un peu adapté à son ordre, à elle. Ouais. Donc, elle démarrait, les égros, voilà, elle remontait. Et bon, moi, ça me semblait un peu... Donc, en 24, on a déjà changé un peu. Et en 25, on a vraiment orienté différemment. Et je trouve que le résultat... Belle acidité, hein. Ça tient. Ouais. C'est... Et du coup, ça te profile un... Ouais, je me dis que ça va passer tout l'été. Après, ça va basculer là-dedans. Je pense que ça devrait faire. Ouais, ça devrait le faire. On va se faire la bouche aussi avec un pinot noir. T'as des... Pinot dans sa jeunesse. Voilà. Ouais. Le fouet rouge, cerise, un peu à noyau. Ça, c'est nouveau. C'est le 2e millésime aussi qu'on fait. 3e millésime qu'on a introduit quand on est arrivé. Une belle finesse. Ouais, c'est moitié côte de nuit, moitié côte de Beaune. 50-50. Et après, c'est assemblé. Ça, d'ailleurs, c'est Rouge Côte d'Or. Ça, c'est la partie côte de nuit. Pour les gens qui peuvent se demander pourquoi tu as une partie de ton tonneau qui est rouge. Oh, c'est tout simplement parce que, tu vois, regarde, quand je sers à la pipette, Ouais. quelquefois, ça coule un peu. Et je trouve que c'est dégueulasse quand tu as les traces de partout. Le fait de les teinter à la lie, au moins, quand tu fais des soutirages, quand tu fais des dégustations, même si ça tombe un peu, c'est moins sale. C'est simplement pour une raison esthétique. Après, l'autre raison, mais ce n'est pas le cas ici, moi, à une époque, j'avais mes blancs et mes rouges dans la même cave. Donc le jeune stagiaire qui arrive avec des vins rouges et qui te houille les tonneaux de vin blanc, ça te fait pas rire. Donc, oui, là, je rigole, donc tu lui dis les rouges c'est rouge et quand il n'y a pas c'est pour les blancs. Non, là c'est pas le sujet mais ça m'est arrivé, c'est du vécu. Hein. Ah ouais. Le mec au bout du 3e fût, je lui dis mais qu'est-ce que tu fais? Et ben je houille, je dis mais c'est des blancs. Ah j'avais pas fait gaffe, et ben c'est trop tard. Donc depuis ce jour-là, moi j'avais marqué mes fûts comme ça. Et là je trouve que voilà, comme les fûts on les garde au moins 5-6 ans voire 7 ans. Ça permet d'effacer un petit peu les saletés. Nous, dans le Rhône, on utilise beaucoup plus de gros contenants parce qu'on a besoin d'avoir de la masse, parce que les vins sont un peu plus chaleureux, avec des structures tanniques qui font qu'on commence plutôt aux 500 litres et pas à la pièce comme ici. Dans la durée d'élevage aussi, on va peut-être un peu plus longtemps dans le Rhône du fait qu'on est sur des gros contenants, alors que là, Mais non, en fait, je ne me pose jamais cette question. Je fais complètement un reset quand j'arrive dans une région ou dans une autre. Jamais. Après, tu as des réflexes, forcément.
Mais c'est pas mon... Non. Je viens pas ici en me disant, tiens, j'ai fait ça hier dans le Rhône, donc je vais essayer ça en Bourgogne. Non, pas du tout. T'es un instinctif. C'est pour ça que ton fils, il comprend pas. Pas mal. Non, mais je le reconnais. Ouais. Je reconnais que je suis... Ouais, c'est probablement. Ouais, un peu. Mais c'est souvent un petit peu la caractéristique des autodidactes. Parce que moi, même si j'ai refait des formations Viti et Eno, parce qu'il fallait quand même que je comprenne et que j'aille un peu plus loin par rapport à mes dégustations, j'ai des formations de niveau BTS ou Viti Eno ou des choses comme ça, mais qui sont des instants que j'ai pris sur des périodes professionnelles. Mais j'ai jamais eu de cursus classique comme mon fils où tu fais la Viti, la licence, le master, le machin. Non, j'en éprouvais pas le besoin déjà. Et puis comme je me suis reformé un peu tard, voilà, j'avais envie de passer à autre chose, de faire beaucoup de concret, quoi. Ouais. Donc tout le reste, je l'ai appris sur le tas, avec les expériences, ouais. avec les gens que j'ai rencontrés. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je fonctionne encore un peu comme ça. Je travaille depuis maintenant 2013 avec Justin, qui est mon œnologue sur le domaine dans le Rhône et qui me suit en conseil. Donc dans ma petite société de conseil, on est tous les deux. Donc je l'ai embarqué en Bourgogne. Et on a deux façons très différentes de fonctionner. C'est-à-dire que lui, il a le cursus ingénieur agro, ingénieur Renault. Et moi, j'ai un côté très... Donc de temps en temps, il me dit non, on va pas faire ça. Mais je dis si, on va faire ça. C'est toi qui as le dernier mot, quand même? Oh ben, il y a le respect de l'âge. Donc ça, c'est une parcelle phare du domaine. C'est les Bressandes. C'est le cœur de l'appellation. C'est derrière, au-dessus des grèves. C'est vraiment un beau territoire. C'est des situations mi-de-coteau, haut-de-coteau. Donc c'est celle-là que je te disais que j'ai commencé à séparer. Tu vois, tu as cuvée jeune, cuvée milieu vieille, cuvée... Ah oui, tu milieu vois, vieille. voilà. C'est... Et sur ces cuvées-là, on fait des essais de vendanges entières différents, des pourcentages de vendanges entières, des choses un peu comme ça, parce que je me rends compte que c'est pas la même vigne en fait. C'est la même parcelle, mais c'est pas la même vigne et ça réagit pas de la même façon. T'as quel sous-sol là-dessus? Ça, c'est calcaire, argilo-calcaire. Ouais. Ouais. Je bois aussi, il faut que j'arrête de cracher par terre. Je me fais engueuler après. Voilà. Ça, c'est la trame Beaune. Tu vois, ouais. Ça, c'est Beaune. Ce côté éclatant, fruit, dense. Mais, t'es rafle, ça? Non, ça, c'est vendange entière. Entière, ouais, voilà. D'où cette petite trame, tu vois, que t'as avec... Ça, c'est jeune et raflé. Ok. Ah oui, t'as... Il va falloir que j'aille vite. Vas-y, non, mais mets dedans, si tu veux. Ah oui, bah il a pas le temps, Pierre-Jean, là, il a... Non, mais c'est vrai que quand on déguste, on a tendance à enchaîner. Tu vois, déjà, on n'est pas sur le même profil, aromatiquement. On est sur quelque chose d'un peu plus... Ouais, tu vois, j'ai presque un petit nez un peu cinceau, tu vois, un fruit. Plus fruit. Beaucoup plus, tu vois. Et tu vois, c'est surtout en bouche, c'est beaucoup plus doux. Tu as moins d'astringence que... Mais, tu vois, c'est la combinaison des deux qui est intéressante. Oui, parce que du coup, la vendange entière va t'amener un petit côté un peu structurant, un petit côté floral, un petit Exactement. côté... Ouais. Et là, ça va repepser le fruit de l'autre côté. C'est quoi la décision la plus importante que tu prends chaque année quand tu conduis tes vignes? Il y a deux décisions très importantes. C'est la date de vendange, enfin en finale. Hein. Ouais. Et après, je pense que c'est le... Ouais, c'est le début et la fin. La date de taille, pas forcément par rapport à la taille, mais c'est ce qui va rythmer ton calendrier plus tard. Déjà, on essaie de travailler par rapport au calendrier lunaire, donc on essaie de démarrer au bon moment. Et après, c'est ce qui va te permettre d'enchaîner les travaux. Donc, la date de début et la date de fin. La date de vendange, pour moi, c'est vraiment le moment crucial. C'est là où on passe beaucoup de temps à goûter
parce que, encore plus maintenant, hein, maintenant il faut vraiment être vigilant parce qu'il y a tellement de changements avec les températures, avec le soleil, et puis on a toujours le même problème, tu as des tas de vignerons qui vont te le dire, le décalage entre maturité phénolique et maturité physiologique, c'est-à-dire que quand est-ce qu'on y va, quoi. Est-ce qu'on y va parce que ça va faire 14 degrés ou est-ce qu'on attend voilà. La vraie maturité. Renaud disait tout le temps, moi j'ai pas de problème parce que je vendange au mois de novembre et j'attends les pluies cévenols. Et effectivement, ça lui réussissait souvent parce que du coup, il n'avait pas l'alcool que ça aurait pu provoquer et il retrouvait une certaine sérénité, une certaine tranquillité. En tout cas, c'est ce qu'il disait. Je l'aime beaucoup, hein. Je vous ai parlé de la bataillère en blanc tout à l'heure, mais ça reste, ça reste quand même un endroit sympa aussi pour le rouge. Hein. Je pense que c'est un peu paradoxal parce que la vigne, elle a besoin de pâtir pour s'exprimer. Il lui faut des conditions où elle en bave un peu. Et surtout sur le pinot, on pourrait penser ou estimer qu'au final, comme elle en a beaucoup bavé, elle va ressortir un côté un peu serré. Et en fait, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que c'est la magie du pinot. C'est que malgré le caillou, les intempéries, le fait que les racines doivent se frayer un passage sur ces argilo-calcaires, au final, il y a cette adéquation, ces pages sol qui fait que on a une fluidité, Moi, ça m'étonne toujours. Je pense que c'est le cépage qui se sublime le plus. Ok. Quand même. C'est-à-dire que quand il est sur le terroir bourguignon, il est dans ses limites septentrionales qui sont les plus optimales et il arrive à ça. Alors je vais pas te le cacher au nez, c'est pas le premier nez que je trouverais, tu vois. Ouais, le plus expressif. Wow. Ouais. Mais par contre, tu as vu la bouche que ça a? Ouais, c'est terrible. Ouais. Ah, c'est terrible. Non, mais c'est. Oh, c'est terrible. Non, mais je suis. C'est un goût de reviens-y. C'est pour ça que je voulais surtout pas tout remettre en blanc parce que je me dis qu'il y a vraiment l'identité du clos qui est là-haut et il faut la garder. Ouais, Béthane me dit c'est ton petit Charlemagne. Oui, mais il y a aussi cette partie en rouge qui est intéressante, quoi. Ah, c'est bon, hein. Non, mais moi, c'est pour ça que je me dis, être le passeur, de ça, je le prends comme un vrai bonheur et une vraie fierté, quoi. Si quelqu'un devait découvrir les vins Albert Moreau du domaine, tu conseillerais de commencer par quoi? Ah ben, moi je pense que les 3 ADN du domaine, c'est 1, la bataillère, avec cette dualité rouge-nord sur ce secteur des Vergelès. Donc ça, c'est 2, les Aigros, où tu retrouves exactement la même chose, mais au sud, donc avec un registre totalement différent. Et 3, c'est Grève et Bressande, parce que c'était dans le cœur de l'appellation. Enfin, dans le cœur. Parce que c'est méchant, enfin, c'est pas méchant, mais les gens qui vont être au sud ou au nord vont dire ah, c'est pas le cœur. Non. Mais sincèrement, je trouve que ce secteur Bressande, Grève, qui est vraiment dans l'axe, c'est vraiment très, très identitaire de Beaune. Donc, pour moi, c'est ces trois cuvées ou ces 3 secteurs. La Bataillère, les Aigros et Bressande-Grève. On a des Marconnais, on a des Sans-Vignes, on a des Teurons, on en a plein, puisqu'on est vraiment spécialisé dans Beaune. Mais après 3 ans, ce qui ressort, c'est vraiment ces trois identités. On les boit à quel moment, ces 3-là, tiens, par exemple? Alors, Bressande, Grève, par exemple, c'est des vins de voyage qu'il ne faut pas avoir peur d'attendre, surtout les Bressandes. Aigros, c'est plutôt le côté immédiat, croquant, fruits, dense. Et Bataillère, pour moi, c'est
l'usurpateur, parce qu'il est tellement accessible jeune qu'on pense qu'il va falloir le boire parce qu'il est tout fluide, tout fin. Mais laisse-lui 10 ans, 15 ans. Mais voilà, j'ai des bataillères en bas qui ont 25-30 ans qui sont remarquables. Donc voilà, c'est un peu les trois. Les trois moments que tu peux trouver. T'aimes les boire avec qui, ces vins-là? Pétane, du coup. Ouais, non, moi j'aime les boire avec les gens qui. Moi je suis assez épicurien, voilà. Ah oui? Je suis Tu vis? gastronomie, restaurant, bistrot, ça fait partie de ma façon de vivre. Hein. Je fais beaucoup de sport parce que j'aime ça, mais surtout parce que j'essaye d'équilibrer le reste. Mais voilà, non. Donc, moi, les gens qui aiment profiter, c'est ça surtout. Après, qu'ils soient français, étrangers, vieux, jeunes, c'est pas le problème. C'est savoir trouver les gens qui aiment le partage comme ça, c'est tout. Moi, je pense que ce que je refuse, c'est le côté snobinard du monde du vin. Ça, c'est voilà. Je vois tout de suite les wine dinners où je vais, où il y a par moment. Ça va être guindé, un voilà. peu trop. Ouais. Il y a 15-20 ans, ça m'amusait. Aujourd'hui, je me dis, peut-être un peu s'emmerder ce soir. Mais ouais. Donc il faut que ça vive, il faut que ça échange, il faut que les gens s'expriment. Moi, je m'en fous, connaisseur, pas connaisseur. Les gens disent, qu'est-ce qu'il faut dire sur un vin? Mais moi, j'ai rien à vous dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous l'aimez pas? C'est déjà la première chose. Qu'est-ce qui vous évoque? En plus, c'est tellement personnel. On parle souvent, les gens parlent d'arômes et ils disent, non, mais là, il y a de la fraise. Ah, non, pas du tout, il y a de la cerise. Il y a peut-être de la fraise pour toi parce que dans ta mémoire olfactive, la fraise, ça ressemblait à ça. Et puis toi, tu bouffes que des cerises tout le printemps. Là, tu retrouves les cerises. Non, et quelque part, tant mieux, quoi. Ouais. Mais voilà, moi, je refuse tous ces discours un peu. Tu vois, il y a un truc qui me fait, qui me revient souvent à l'esprit. Les gens disent, on est allé chez un vigneron, on a fait la cave avec lui, on a goûté, on a acheté 12 bouteilles. Et quand on les a ouvertes à Noël, à la maison, c'était moins bon. Je dis heureusement. Heureusement, parce que ce que vous avez vécu dans la cave avec le vigneron, au moment où vous avez fait vous étiez embarqué par une histoire, donc il y a des chances que 4 mois ou 6 mois plus tard, vous êtes peut-être un peu redescendu de ce moment-là. Mais il ne faut surtout pas le voir comme ça. Il faut se dire, tiens, je retrouve telle caractéristique. Mais voilà, ça résume un peu. Ça m'amène à une question que j'aime bien, que je pose assez souvent. Si tu avais une bouteille à boire avec une personne, ce serait quoi, avec qui? C'est trop compliqué, une bouteille avec une personne. Ouais, c'est dur. Déjà, moi, une bouteille, je la bois tout seul. Parce que. Ouais. Non, honnêtement, avec qui je la boirais, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que je suis forcément tiraillé entre deux types de consommateurs qui pourraient m'accompagner. Mes enfants, d'un côté, pour essayer de vivre un moment d'une bouteille exceptionnelle avec eux. Et puis probablement ma moitié de l'autre, parce que c'est une autre façon un peu plus intime de partager la passion qu'on a tous les deux, parce qu'on partage la même passion. Donc c'est vraiment très compliqué. En tout cas, c'est les deux variations que Allez, je voudrais. Je te laisse les deux, voilà. Et trouve-moi une bouteille et sur voilà, chaque. Avec ma moitié, ça serait forcément un Grand Bourgogne. J'ai le souvenir dans ma tête de deux vins, et notamment un vin qu'on ne boit pas beaucoup, qui n'évoque pas toujours le domaine. J'ai le souvenir d'avoir partagé un Montrachet 77 de la Romanée Conti, alors que je ne m'attendais pas du tout, le jour où j'y suis allé, à boire un vin blanc là-bas. Et pour tout te dire, même, j'étais jeune, et je ne savais même pas que la Romanée Conti produisait du blanc. Et quand, à l'époque, on nous a sorti cette bouteille, ça m'a tellement ému que je pense que si un jour je pouvais repartager ce moment, Ce serait ça. Ce serait probablement
Avec ta moitié, de lui faire découvrir, voilà, essayer de... voilà. Et après, avec mes enfants, je pense que ça serait un vin du Rhône, quand même. Une grande Syrah du Rhône. Tu ne donneras pas de nom. Tu veux pas non, passer les copains. Les autres vont être vexés si je ne décide pas. On se le dira en off si tu veux. Ton plus beau souvenir autour du vin, c'est ce Montrachet blanc de la Romanée Conti? Non. Après, j'en ai des tas de grands souvenirs. Mais néanmoins, quand même, mes grands souvenirs autour du vin, alors c'est pas du tout pour me la péter, mais c'est quand même les Musigny de Roumier, les Conti, les choses comme ça, mais que tu partages dans le moment où tu ne mets pas ça sur la table pour montrer que tu as la plus belle bouteille, quoi. C'est vraiment où tu es avec des gens, notamment les vignerons, qui les ont produites, et quand tu peux ouvrir des bouteilles comme ça avec eux, les partager en toute simplicité, discuter du millésime. Voilà. Oui, en décorrélant l'aspect Ideal Wine avec tout le respect que j'ai pour eux. Mais... Tout ça, non, complètement. Là, ça c'est pour moi, c'est vraiment ce qui a forgé mon esprit de vigneron et qui m'a attaché à la Bourgogne, surtout. Il y a un vigneron ou un domaine que tu connais et que tu gardes un peu pour toi et que tu aimerais bien faire découvrir? Oui. Voilà, merci. Oui. Ouais. Ok, tu m'en diras pas plus. Si, je peux t'en parler. Alors, c'est rhodanien parce que c'est un domaine qui commence d'ailleurs à sortir. J'ai un copain radiologue qui à un moment m'a demandé de planter des vignes chez lui, mais surtout au début pour agrémenter son jardin. Et puis c'est tellement pris au jeu que de 1 hectare, on est passé à 2, et de 2 à 4, et qu'aujourd'hui, il a un vrai domaine autour de sa maison. Et c'est un mec qui est passionné de vin, hyper branché sur tout ce qui est viticulture, justement, et qui est en train de faire des vins superbes. Ça s'appelle Château Le Devet. C'est un truc qui n'est pas encore très connu, mais je me dis que ça, c'est... c'est à surveiller. C'est à surveiller. Plus qu'à surveiller, même. Je pense que c'est à coffrer maintenant. C'est ça que tu es en train de dire. Qu'est-ce qui t'émeut le plus aujourd'hui dans ton métier? Je pense que c'est la transmission. Je me suis toujours dit, quand j'ai créé mon domaine, que j'aurais aucun problème à le vendre, parce que je ne pensais pas que mes enfants le reprennent. Et aujourd'hui, pouvoir travailler avec eux, voir qu'ils partagent la même passion que moi, je pense que c'est ça le plus émouvant. Ça te rend heureux, fier. Après, bon, voilà, moi j'ai une grosse partie de ma vie en Bourgogne, eux ils sont dans le Rhône, donc on a, voilà, chacun a un peu choisi sa destinée, mais quand même, c'est vraiment le... Puis tu gardes cette passion commune finalement avec eux. Dans 20 ans, qu'est-ce que tu aimerais bien qu'on dise des vins, de tes vins? Oh bah, enfin il a pris sa retraite. Oh bah heureusement il n'est plus là. Non. Je me fous un peu ce que les gens pourront dire de moi dans 20 ans. J'aimerais pas qu'on dise que j'étais quelqu'un qui s'est foutu du produit ou ou quelqu'un qui a fait ça par opportunisme. Ou ça me ferait mal parce que je pense que ça n'a jamais été mon optique. J'ai toujours fait ça par passion totale. Et financièrement, je le paye encore parce qu'aujourd'hui, le domaine, il n'a que 20 ans, il n'y a pas d'histoire derrière. Donc on sait que ce n'est pas tous les jours facile et que mes enfants auront encore à supporter de l'endettement, des choses comme ça. Donc voilà, mes choix, à assumer mes choix. Ça m'embêterait beaucoup. Mais après, moi aujourd'hui, je suis président de l'appellation Condrieu.
Donc, c'est une fierté pour moi parce que ça, c'est vraiment une défense collective. Tu ne joues pas pour toi, parce que là, tu n'as rien à y gagner. Et à l'inverse, je me dis quand même que si on m'a nommé à ce poste, c'est que quelque part, on a reconnu une part de mon travail. J'allais dire, je dis, bon, finalement, le Condrieu qu'il fait, c'est pas si mauvais. on peut peut-être lui filer le titre de président. Désinfecter Voilà. les couverts avec. Donc, voilà, donc je me dis que ma reconnaissance, elle est plutôt là, dans ce genre de mandat qu'on m'a confié. Après, non, moi, voilà, les gens ils diront ce qu'ils veulent bien dire. Tu fais des vins aujourd'hui, finalement, avec, entre guillemets, seulement 20 ans de retour, pour pas d'utiliser d'anglicisme ou de feedback. Et peut-être que dans 30 ans, tes vins, ils seront encore plus éclatants, ils seront encore plus, tu vois. Je reviens souvent à ça. Moi, aujourd'hui, mon plus grand souvenir de vin, c'est chez Mathieu Guibert, Anne de Bretagne, le dernier jamais 99 de la cave des VTL de l'époque, ouvert à la flamme, entre les deux Covid, voilà. tu vois. Non, mais voilà. Tu parlais de moments, Jay-Z qui passe, on vient nous servir sur un 2 Mac sur une table. Et tu vois, j'en parle à Corinne et Jean-Paul, Corinne me regarde comme ça, elle me dit, c'est le plus grand qu'on ait jamais fait. Fin de discussion. Pas d'explication, pas, tu vois, juste ton souvenir de vin, c'est le moment, la personne avec qui tu vas partager. Non, mais je pense que c'est surtout ça, quoi. Moi, tu vois, quelqu'un qui dans 30 ans dirait, putain, ça a bien tenu, déjà, ça me suffit. Tu vois, je me dis, bon, finalement, voilà, si les gens parlent comme ça, c'est... Si tu devais résumer ton vin en 3 mots, et je vais finir là-dessus, en te remerciant. Alors, là, c'est valable aussi bien chez Albert Moreau que ce que je fais là-bas. Je pense que ce qui me caractérise, c'est libre, précis, obstiné. J'aime beaucoup. Je te remercie beaucoup, Et Pierre-Jean, pour ce moment.